À Madagascar, le nouveau Premier ministre Christian Ntse a promis que les élections prévues cette année seraient transparentes et libres. C'était lors de sa première intervention devant le Parlement. Le négociateur en chef du gouvernement sud-soudanais se dit confiant alors que le cessez-le-feu permanent décidé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar doit prendre effet dans 48 heures. Et puis le procès de l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été renvoyé au 10 octobre. C'est ce qu'a décidé la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, le nouveau Premier ministre Christian Ntse a promis ce jeudi que les élections présidentielles et législatives prévues cette année seraient transparentes et libres. C'était lors de sa première intervention devant le Parlement dans un hémicycle qui était plutôt clairsemé. Seuls 15 des 151 députés de l'Assemblée nationale ont assisté à son discours qui marquait la reprise des activités parlementaires interrompues pendant la récente crise politique. Une élection transparente et libre, telle est notre priorité. C'est en ces termes que le nouveau Premier ministre malgache, Christian Ntse, a essayé de rassurer les Malgaches quant à l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Aucune date n'a pour l'heure officiellement été fixée, mais la plus haute instance judiciaire du pays a exigé qu'elles aient lieu d'ici octobre. Le chef du gouvernement a également annoncé devant le Parlement que l'exécutif publiera dans le plus bref délai les décrets d'application des lois électorales. Le vote d'une première version de ces lois, jugée favorable au régime, était à l'origine d'une fronde de l'opposition qui a manifesté tous les jours pendant près de 2 mois contre le régime du président Eric. Cette crise s'est terminée au début du mois de juin avec la nomination sur requête de la Haute Cour constitutionnelle du Premier ministre Christian Ntse à la tête d'un cabinet de consensus. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a par ailleurs promis pêle-mêle la restauration dans les plus brefs délais de la sécurité, un nouveau dialogue social, une justice équitable et l'amélioration du climat d'investissement. Il faut dire que seuls 15 des 151 députés de l'Assemblée nationale ont assisté à son discours qui marquait la reprise des activités parlementaires interrompues pendant la récente crise politique. Dans la course à sa propre succession au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta aura fort à faire face à de nombreux candidats d'opposition. L'un d'eux a officiellement déclaré sa candidature le 16 juin dernier à Ségou, dans sa ville natale, située à 250 km de Bamako. Son portrait avec notre correspondante au Mali, Alima Bentouré. Né le 17 septembre 1958 à Ségou, Modibo Kone est étiqueté par ses partisans comme le candidat du développement. Après sa déclaration officielle de candidature le 16 juin dernier, l'icône du mouvement Malikanou entend désormais mettre ses nombreuses expériences acquises au cours de sa riche carrière au service de son pays. Une élection présidentielle du 29 juillet 2018 dont le fin mot reste pour lui la refondation du Mali pour que les Maliens soient fiers de leur pays, basé sur un projet de société calé sur le développement, la paix et la sécurité. Cette candidature est drainée par le fait que nous voulons faire notre pays, nous voulons changer notre pays, nous voulons refonder notre pays. Nous voulons faire en sorte que les Maliennes et les Maliens, après le 29 juillet 2018, se ressentent de notre pays. Soutenu par le mouvement Malikanou, Modibo Kone se fixe comme objectif Koulouba au soir du 29 juillet 2018. Confiant il est, mais exige des élections transparentes. Avec les hommes et les femmes qui m'entourent encore, que je remercie de passage, dans le mouvement Malikanou, des femmes, des jeunes, nous pensons qu'on n'est pas inquiet de la situation. Seulement, nous souhaiterons que ceux qui organisent ces élections l'organisent dans la transparence et dans la sincérité. Et au soir du 29 juillet, que tout le Mali puisse
être concernés par ces élections parce que nous pensons que les élections, c'est une fête. Modibo Koné a occupé de nombreux postes de responsabilité. Au Mali, après son passage à l'Office du Niger, il est bien connu pour avoir été le président-directeur général de la compagnie malienne des textiles CMDT. En Afrique, il occupa plusieurs postes à la Banque ouest-africaine de développement. Entre autres, chargé de mission des projets de la division infrastructure et de l'énergie, chef de mission résidente au Sénégal et en Guinée-Bissau ou encore directeur des opérations. En bref, le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed doivent se rencontrer bientôt. C'est ce qu'a rapporté la radio-télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien. Ceci annonce la première rencontre en près de 20 ans entre les plus hauts dirigeants de ces deux pays ennemis de la Corne de l'Afrique. La récente visite historique d'une délégation érythréenne à Addis Abeba a établi un terrain fertile pour la restauration de la paix entre les deux pays. Une délégation érythréenne de haut niveau, composée notamment du ministre des Affaires étrangères et du conseiller spécial du président érythréen. L'envoi de cette délégation avait été décidé par le chef de l'État érythréen en réponse à un signe d'ouverture du régime éthiopien. Le négociateur en chef du gouvernement sud-soudanais se dit confiant alors que le cessez-le-feu permanent décidé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar doit prendre effet dans 48 heures après 4 ans et demi de guerre. Cet accord a été scellé à l'issue d'un nouveau round de discussion entre les deux principaux protagonistes à Khartoum. Voici les images. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar ont convenu mercredi d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dès samedi. Un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par une guerre dévastatrice. Pour Riek Machar, le cessez-le-feu doit préluder à la fin du conflit. Même optimisme du côté du gouvernement sud-soudanais où le négociateur en chef se dit confiant. Nous croyons fermement que si le mécanisme de contrôle et de vérification du cessez-le-feu est mis en place et que ce mécanisme nous dit la vérité, est capable de blâmer le gouvernement si le gouvernement est responsable de la violation et de blâmer l'opposition si l'opposition est responsable de la violation, si nous avons ce genre de mécanisme qui présentera les faits dans leur réalité, alors cela permettra d'empêcher toute autre violation du cessez-le-feu permanent. Je suis optimiste quant à l'implication de Riek Machar dans cet accord de paix et l'implication de Omar el-Béchir. La déclaration de Machar selon laquelle il va mettre fin à cette guerre et l'engagement donné cette fois par Salva Kiir sans réserve sont des éléments qui me rendent optimiste. Car le dernier accord, Salva Kiir parlait de réserve, mais cette fois il n'y a pas de réserve. Il sent la souffrance de son peuple. Il va travailler à la mise en œuvre de cet accord. Plusieurs précédents accords de cessez-le-feu avaient déjà volé en éclats par le passé. Le dernier en date était intervenu en 2016. Selon la déclaration de Khartoum, les arrangements du cessez-le-feu prévoient notamment un désengagement militaire, un retrait de toutes les forces alliées, l'ouverture de couloirs humanitaires et la libération des prisonniers de guerre et des détenus politiques. L'accord permet également le déploiement de forces de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement pour superviser le cessez-le-feu. Un gouvernement de transition doit être formé en 120 jours et sera appelé à gérer le pays pendant une période de 36 mois. Les pourparlers de Khartoum entre les deux rivaux ont duré 3 jours. Le procès de l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été renvoyé au 10 octobre prochain. C'est ce qu'a décidé hier mercredi à Kinshasa la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo. Des précisions à travers cet élément. La Cour estime qu'elle n'est pas saisie à cette date, a déclaré le juge-président Touka Ika à l'ouverture de ce procès, qualifié de politique par les 200 à 300 partisans de Moïse Katumbi réunis à l'extérieur du tribunal. L'ex-gouverneur du Katanga et riche homme d'affaires est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre, supposé organiser le départ du président Joseph Kabila.
En exil de fait à Bruxelles depuis mi-2016, Moïse Katumbi affirme qu'il va venir déposer sa candidature entre le 24 juillet et le 8 août. On l'accuse d'avoir monté une équipe de mercenaires contre la République. Et nous sommes ici pour dire non à ces procès que nous disons c'est un procès politique. C'est justement un acharnement contre la personne de Moïse Katumbi Tchapou. Il viendra au mois de juillet, avant le 8 août, Moïse Katumbi sera ici pour déposer sa candidature. Les autorités répètent qu'il doit toujours répondre de sa condamnation à 3 ans de prison dans une autre affaire dont il conteste tout fondement. Dans cette affaire de recrutement de mercenaires, Katumbi est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État avec 6 co-accusés, dont un Américain. Les avocats ont contesté son renvoi devant une juridiction dont les jugements sont sans appel. Moïse Katumbi n'est pas justiciable devant la Cour suprême de justice. Et nous avons compris que ce sont des manœuvres dilatoires tout simplement parce qu'ils savent que la Cour suprême de justice juge en premier et en dernier ressort, justement pour accélérer la procédure de sa condamnation afin que son casier judiciaire soit entaché. À cause de la précipitation pour empêcher Moïse Katumbi de se présenter à la présidentielle, des irrégularités criantes ont été enregistrées dans la procédure selon Maître Joseph Mukendi du collectif d'avocats de la défense qui a félicité la Cour pour sa décision de renvoi. Dans le Haut-Katanga, région d'origine de Moïse Katumbi, ses partisans ont affirmé qu'ils avaient été empêchés de se réunir mercredi matin à Kasumbalesa, à la frontière zambienne. La condamnation à de lourdes peines de prison d'un meneur du mouvement de protestation qui a agité le Maroc en 2016-2017 suscite des réactions d'incompréhension et d'indignation. Plusieurs dizaines de personnes ont tenu à manifester en soutien aux frondeurs dont les leaders ont écopé de 20 ans de prison. Les détails. Les autorités marocaines, elles, assurent que le procès s'est tenu conformément aux normes de la justice internationale en présence d'observateurs indépendants et de médias. Le leader du mouvement, Nasser Zebsafi, et 3 de ses compagnons ont été condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Jugés avec eux, 49 autres militants ont écopé de peines comprises entre 1 et 15 ans de prison. Les prévenus ont boycotté les dernières audiences en dénonçant, dans une déclaration commune, la partialité de la justice. Personne n'a jamais imaginé que des jeunes qui sont sortis, ça fait une année, et à travers un procès qui a duré plus de 90 procès audiences, qui est revendiqué des revendications à caractère social, à savoir un hôpital, une université et un emploi. Et donc que ces jeunes, une fierté de RIF, plus de 680 jeunes ont été condamnés à des peines qui vont jusqu'à 308 années de prison. Une pétition lancée sur Internet pour une loi d'amnistie générale des citoyens condamnés dans les procès du Irak, RIF, a enregistré 2900 signatures en quelques heures. Aujourd'hui, les Marocains sortent par dizaines, par centaines et par milliers dans différents lieux à travers des manifestations, des marches ou des grèves générales, car c'est un comportement très naturel devant le surréalisme de ces jugements. Donc, c'est tout à fait normal de voir ce genre d'indignation, car depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des Marocains dénoncent ce genre de jugement. Mercredi, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement à Rabat, brandissant des photos de Zebsafi, des banderoles liberté pour les détenus du Irak et des drapeaux berbères et scandant des slogans contre la corruption. Dans la nuit de mardi à mercredi, des rassemblements ont eu lieu à Al-Oseiba, épicentre du mouvement, et dans la cité voisine d'Imzouren, où un collège a été incendié selon des médias locaux. Sollicité pour un geste de clémence, le Premier ministre Saad Eddine El Othmani a affirmé que la justice est indépendante du gouvernement et qu'il faut attendre la phase d'appel. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.